Une entreprise réussisse pérennement, durablement, il faut un projet, une équipe de direction et un conseil d'accompagnement au trépied. Pas seulement un projet, un patron, mais bien un projet, une équipe et un comité d'accompagnement qui vont être là mais ça on en reviendra parce que je pense que c'est ce qu'on va voir toute la journée, pour apporter un éclairage, du miroir, éventuellement, enfin, avec de l'exigence et de la bienveillance. 50% des entreprises qui se créent sont mortes à 3 ans. Si elles ne sont pas accompagnées, et les statistiques qui viennent de réseaux initiatives ou de réseaux entreprendre, c'est-à-dire avec un accompagnement, eh bien, ce ratio de 50% tombe à 15-20%. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, une équipe accompagnée, eh bien, a 8 chances sur 10 d'être encore en fonctionnement au bout de 3 ans. C'est quand même un changement important. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les banques vont prêter à ces entreprises, là où elles le prêtent beaucoup plus difficilement à des gens qui ne sont pas accompagnés. Il y a 5 étapes dans la vie de la création. Le premier, c'est l'apprentissage. C'est ce que j'évoquais avec Scoutisme, avec le sport co. Parce qu'une entreprise, en général, bon, sauf si on parle d'auto-entrepreneur, mais on parle bien d'équipe. Une équipe, ça s'apprend jeune. Il y a beaucoup de choses, on le sait, hein, quand on fait des sports. Quand on démarre un sport vieux, souvent c'est mal. Et que les choses, quand on les apprend jeunes, ça vaut rien. Le scoutisme ou le sport co, on complète, c'est le cas. On est dans l'effort partagé, le plaisir partagé, les émotions partagées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard. Ensuite, cet apprentissage, je pense que ça passe aussi par le fait de conseiller quelqu'un qui veut créer une entreprise, d'avoir déjà travaillé comme salarié. Moi, je suis assez opposé au fait de dire, tu vas dans les grandes écoles, et tout de suite, tu es start-up, tu es un champion. Oui, ok, mais tu sais faire de la vente? Ah oui, j'ai vendu des croissants. Ah d'accord, ok, c'est bien. Et de la vente un peu, vente stratégique, qui est ton projet. Ah ben, on m'a dit qu'il y a 4 étapes, etc. Je pense que c'est important de faire ses premières armes, je dirais, avec des gens qui peuvent supporter des erreurs de ces premières armes. Que ça soit donc dans le commerce, que ça soit dans la production, ou que ça soit, et encore plus particulièrement, dans le management. Vous savez tous que manager de la femme et de l'homme, c'est compliqué. C'est complexe même. Et donc, il n'y a qu'une seule chose et qu'une seule manière, c'est l'expérience. Ensuite, c'est la naissance de l'entreprise. Alors, je vous dis tout ça, c'est parce qu'en filigrane, si vous devenez accompagnant, c'est pour moi ce qui est important de vérifier. Naissance de l'entreprise, il y a combien de startups qui vous parlent que d'une seule chose? Et même ils le répètent 3 fois. Levée de fonds. Je vais faire une levée de fonds. Ok, c'est bien pour amorcer. Une levée de fonds, tu n'apprends pas ton métier. Une levée de fonds va te permettre de supporter une certaine période pendant laquelle tu ne fais pas ton métier. Tu es en phase d'investissement. Et très vite, il faut être derrière en disant cash flow. Le développement doit se faire sur de l'argent que tu gagnes avec des affaires que tu remportes chez les clients avec de la marge. C'est beaucoup compliqué. C'est bien de le dire. Et pas lever de fonds. Ouais, j'accompagne 10 startups. Je dis, moi, tu as droit à une et 2 max, si ton projet est vraiment ambitieux. Et d'abord, tu me prouves que tu sais gagner de l'argent à petite échelle et que ta levée de fonds va capitaliser sur ce que tu as fait à petite échelle pour gagner de l'argent à grande échelle. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc ensuite, s'il y a reprise, eh bien, il y a tuilage. C'est intéressant, quand on reprend, d'être en tuilage, c'est-à-dire qu'on puisse participer en doublon avec des jeunes d'expérience qui avaient la connaissance de l'entreprise. La notion d'équipe qu'il faut valider impérativement, tant sur le plan humain
que sur le plan du contrat. Combien d'entreprises se cassent la gueule parce qu'ils sont à 50-50? Moi, j'ai 50-50, on oublie. En cas de conflit, c'est ingérable. Donc vous faites 49, 49 et 2. Parce que sinon, c'est la mort de la boîte. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai pris 49% ailleurs. Moi, j'aime pas les entreprises avec des majoritaires et des minoritaires. J'aime bien les boîtes où il y a le mec qui a 100%. Bon, c'est une façon de faire. Et puis sinon, une boîte où on est tous minoritaires. Pourquoi? Parce qu'on doit être en conviction, on doit être en projet partagé. Et moi je dis, quand on est avec 51, on dit petit minoritaire, petit couillon, grand minoritaire, grand couillon. Vous connaissez l'expression? Sauf que on est très bien tant qu'on reste entre couillons. S'il n'y a pas un mec malin pour nous expliquer qu'on est des couillons. Là on est un peu... c'est un peu comme les naturistes. Vous êtes à la plage, ils sont tous à poil. Ça va bien. Si vous mettez un mec en Lozère avec des jumelles au milieu, tout le monde se sent mal à l'aise. Bon, c'est un peu pareil. Donc, le côté humain et le côté juridique. Il faut un pacte d'associés qui soit un pacte. C'est comme quand on se marie, hein, de toute façon. Les divorces qui se passent bien, c'est ceux qui ont été prévus dans un bon contrat de mariage. Et s'il y a un bon contrat de mariage, enfin, ça se passe bien, ça se passe moins mal, quoi. En tout cas, c'est important d'avoir prévu les choses. Donc, le côté humain, vérifier la complémentarité des équipes, vérifier que sur les valeurs, ils soient bien tous dans un esprit de réussite collective, hein, d'épanouissement personnel, mais de réussite collective, et puis ensuite, de s'assurer que derrière, eh bien, malgré tout, on prévoit que peut-être, un jour, il se pourrait que les gens ne s'entendent plus. Ensuite, la folie des grandeurs. Alors là, c'est un point fondamental. Je crois que si dans la famille Mullier, il y a ce trio, ce trépied, c'est pas pour rien. C'est entre autres pour ça. Quel est le danger de l'entreprise qui s'est développée grandement? C'est que son patron devienne mégalo. Et comment s'assurer que son patron, s'il devient mégalo, qu'on leur mette les pieds sur terre? Je vais vous la faire un peu en rugby. Vous lui mettez un grand coup de boule dans la gueule. Et là, et puis ensuite vous lui montrez le précipice dans lequel il est en train de partir. Et là, en général, c'est comme dans la Bible, il vous en demande une deuxième. Remets-moi une deuxième parce que la première m'a fait vraiment du bien. Donc ça, c'est important d'avoir un accompagnement durable, ne serait-ce que pour ça. Et d'être en mesure d'avoir suffisamment de confiance. Alors je vous parle de la manière, moi, il y a des manières plus douces, hein, je pense aussi, hein. Mais il faut réussir quand même à faire ouvrir les chakras du dirigeant qui part en folie des grandeurs, en mégalomanie. Ça, c'est vraiment un point fondamental, parce que c'est vraiment, en général, des boîtes importantes. Et si on ne le fait pas, c'est des boîtes importantes qui tombent par terre. Donc la sortie, eh bien, la sortie, différentes sorties possibles, la revente. Là, je ne suis pas un grand compétent de ce domaine-là, donc je vous inviterai à voir d'autres personnes. Et puis l'échec. Il y en a quand même qui, malheureusement, connaissent l'échec entrepreneurial. Et là, c'est on se rendait compte qu'il n'y avait rien, absolument rien de prévu. Hein. Vous êtes tous dans le reclassement salarial, super. Mais si je suis le patron, je n'ai pas le droit à CCDI. Et donc, il n'y a rien qui est prévu pour que je puisse rebondir. Et souvent, en plus, avec des dettes perso, avec un triple traumatisme, qui est un traumatisme entrepreneurial, perte de l'entreprise, parfois la perte de l'entreprise de mes parents, après 10-15 ans de bon fonctionnement, mais aussi souvent familial, parce qu'on a été trop loin, dans le déni, donc dans le mensonge, et donc à ce moment-là, ça amène le conjoint à ne plus être en confiance, et aussi, bien sûr, personnel, des déprimes ou des dépressions, voire parfois des suicides. Et donc, c'est des populations qui aujourd'hui sont laissées à elles-mêmes, et sur lesquelles on a un travail important dans deux sens. À la fois parce que ce sont des femmes, des hommes de valeur, et ensuite parce que même s'ils sont caoutes, ça reste des boxeurs. Et un boxeur caout, quand vous le sortez, vous lui mettez de l'eau sur la tête, vous lui donnez un peu de chocolat, ça redevient un boxeur. Et donc c'est une force vive, extraordinaire,
qui permettent de recréer des entreprises et en plus avec de l'expérience. Hein, contrairement aux start-upers, ils savent ce que c'est que de faire une facture, de payer la TVA, de payer les URSSAF, il y a un certain nombre de choses qu'ils connaissent bien. Et il est important par contre de vraiment bien les sortir du caout, c'est-à-dire de les aider à se soigner de ces grandes souffrances, et ça un travail de coaching qui est un travail de coaching très, très profond et important. Entreprendre, c'est grandir de ses réussites et de ses échecs. Moi personnellement, je pense qu'on peut progresser à la fois dans la réussite, mais aussi dans les difficultés.